Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Oui, c'est quelque chose qu'on dit souvent sur YouTube, mais dans mon cas c'est parce que cette vidéo est en réalité un exposé, puisque mon enseignant d'histoire ancienne accepte que l'on fasse nos exposés sous format vidéo. Donc je lui ai proposé de faire celui-ci sous ce format, et du coup ça sera un contenu purement disposé, donc plus rigoureux au niveau forme que les vidéos habituelles, donc forme au niveau du plan. Par contre ça, il n'y a que vous qui le verrez, et pas l'enseignant dans l'exposé. Bref. Je ne serai pas plus long à digresser et nous allons commencer dès maintenant l'exposé en lui-même. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est taxer le vin, intérêt privé et corruption en Gaule transalpine. Le vin, c'est une denrée importante dans le commerce romain. Il était transporté et vendu à travers tous les territoires et même au-delà qui étaient sous le contrôle de Rome. Et en Gaule, ce commerce était particulièrement important puisque les Gaulois étaient des grands amateurs de vin, ce qui fait qu'ils en achetaient beaucoup. Et en Gaule, une région va être particulièrement importante, c'est la Gaule transalpine, qui correspond à tout ce qui est du coup après les Alpes et tout ce qui est dans le sud, en fait, le sud de la Gaule, donc ça va jusqu'à Narbonne, ce qui va être la région qui va nous intéresser particulièrement, et qui donc était une région qui était à la fois par sa position proche de Rome, particulièrement propice à permettre ce commerce du vin, le fait en plus qu'elle est devenue rapidement une province romaine, donc ça aussi, ça va l'aider à être lié au commerce du vin. Et en plus, plus tard, ça va être une région viticole importante. Donc ça fut vraiment une région qui fut au cœur du commerce du vin avec les Gaules. Et du coup, ce commerce étant important, il impliquait évidemment des flux financiers, ce qui pouvait également être source de conflits. Ce qui du coup va nous ramener aux questions d'intérêt privé et de corruption. Pour étudier ce sujet, j'ai choisi 4 documents. Le premier, c'est un texte qui date de 70 avant notre ère, qui rapporte le plaidoyer de Cicéron, lors du procès du gouverneur de la Gaule méridionale, donc la Gaule transalpine, qui était gouverneur, donc c'était Fonteius, qui était gouverneur de moins 76 à moins 74, et qui était alors accusé de malversation sur la question de la taxation du vin, et il est alors jugé pour cela, et donc c'est Cicéron qui est avocat, qui est chargé de le défendre, qui donc fait un plaidoyer dans ce but. Ce texte donc de Cicéron, qui est un brillant avocat, qui va se démarquer par son talent oratoire, qui va lui permettre de disposer d'appui et d'une renommée qui lui ouvrira les voies d'une carrière politique qui va l'amener à devenir même consul en 63 avant notre ère. Il se fit ainsi notamment connaître en faisant condamner un gouverneur coupable de malversation en Sicile, et il sera également impliqué en tant qu'homme d'État dans les différentes guerres civiles qui vont secouer la République romaine. Et de plus, il sera également un auteur qui va publier de nombreux ouvrages en latin, portant essentiellement du coup sur la rhétorique, mais également de la philosophie grecque, puisqu'il va traduire de la philosophie grecque en latin. Ainsi, de nombreux ouvrages de Cicéron nous sont parvenus. C'est donc un des auteurs qui est souvent étudié sur l'histoire romaine. C'est donc un texte qui est d'un auteur latin contemporain des faits dont il parle. Par contre, déjà, c'est une traduction, donc il y a le biais de traduction, mais en plus, c'est un avocat qui donc cherche à défendre son client, et donc forcément, dans ce qu'il dit, il présente les choses, uniquement les choses qui vont dans le sens de ce qu'il veut démontrer, et il va aussi les présenter d'une manière à avantager son client. Donc ce n'est pas une source neutre. Le second, c'est un autre extrait du plaidoyer de Cicéron, dans lequel il va affirmer la prédominance des Romains dans le commerce gaulois, et du coup, on peut, sur ce texte-là aussi, faire les mêmes remarques pour le premier, puisque c'est très du même plaidoyer. Ensuite, le troisième document, c'est une carte qui va représenter par des ronds les différentes trouvailles de pièces, d'un type de pièces qui ont été trouvées dans la région du sud de la Gaule jusqu'à Bordeaux, et donc représenter combien de pièces ont été trouvées dans chaque commune. C'est des pièces qui datent de la fin du IIe siècle et du début du 1er siècle avant notre ère, et qui peuvent permettre de mettre en évidence l'importance des trafics commerciaux dans les différentes communes où nous avons trouvé ces pièces, ou en tout cas dans leurs environs. Le quatrième document, lui, présente 2 images. D'un côté, une amphore, et de l'autre, le lieu de fouille où cet amphore et plein d'autres ont été trouvés. Donc ça se situe à Toulouse, qui était donc une ville également importante sur le plan commercial. Et donc, l'importance du fait de trouver beaucoup d'amphores de vin est également un indicateur du commerce du vin. Donc ces 4 documents m'ont paru intéressants parce qu'ils sont liés à la question, soit directement à la question du vin, soit à la question du commerce dans cette région. Et comme le vin était l'une des principales ressources commercées dans la région, ça se lie bien, donc ça me paraissait les documents les plus intéressants à étudier pour ce sujet. Nous allons donc nous demander quel était le rôle des Romains dans le commerce du vin dans la Gaule méridionale à la fin du second siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi que quels étaient les intérêts financiers qui étaient impliqués dans ce commerce. Pour cela, nous allons d'abord étudier la question du commerce du vin en Gaule méridionale,
en observant à la fois les axes commerciaux les plus importants de cette région, puis en questionnant la place qu'occupaient les Romains à travers ce commerce. Ensuite, nous allons nous intéresser aux enjeux financiers en eux-mêmes, soit d'abord par l'étude des flux économiques qui accompagnaient ce commerce, et nous allons ensuite finir par étudier les conflits qui pouvaient avoir lieu autour de ces différents intérêts économiques. Donc, pour commencer, le commerce du vin en Gaule, les principaux axes commerciaux. Le vin de Gaule a avant tout venu d'Italie. C'était une région qui produisait du vin en grande quantité et qui ensuite le transportait dans les provinces de Narbonne, et de là, il pouvait partir vers Toulouse, qui était du coup un autre grand centre commercial de l'époque, puisque les marchandises du coup pouvaient être transportées depuis Toulouse par la Garonne et rejoindre Bordeaux et irriguer une grande partie du sud-ouest. On connaît donc ainsi le trajet qui était emprunté par le vin. Celui-ci arrivait à Narbonne souvent soit par bateau, soit par la voie Domitia, et ensuite de là, il pouvait remonter une partie par l'Aude, avant d'être transporté sur dos de chevaux ou de mulets ou d'ânes, jusqu'à Toulouse, et de là, du coup, il prenait la Garonne. Narbonne est donc une cité qui est au cœur de ce commerce du vin. Narbonne est donc au cœur de la première province romaine en Gaule, province qui a été fondée vers moins 70 avant Jésus-Christ et donc a eu Fonteius comme premier gouverneur, et Narbonne elle-même, la colonie de Narbonne, a été fondée en moins 118. En sachant que la région était déjà sous influence romaine bien avant, en grande partie par le biais de l'Ibérie romaine qui était du coup juste à côté. Narbonne, en plus, est géographiquement bien située, comme on l'a vu. Elle est au croisement de la voie Domitia et de la voie d'Aquitaine. Elle est irriguée, elle est proche d'un port, du coup, avec la Méditerranée. Elle donne également sur un fleuve, elle a un port fluvial sur l'Aude, et qui permet de remonter par la suite à Toulouse. Donc, géographiquement, elle est très bien située. La voie Domitia, c'est la voie qui, du coup, suit toute la bordure méditerranéenne, qui permet donc de relier l'Espagne à l'Italie. Et donc, du coup, elle passe par Narbonne. Et elle permettait d'avoir une alternative au commerce maritime, ce qui était particulièrement important en hiver, qui est une saison pendant laquelle on ne navigue pas. Quant à la voie d'Aquitaine, elle, c'est la voie qui relie Narbonne à Bordeaux. À l'origine, ce n'est pas une voie romaine, puisque c'était déjà un axe commercial avant l'arrivée des Romains, qui servait par exemple pour le commerce de l'étain. Mais les Romains vont le développer, vont l'améliorer, mieux l'équiper, et du coup l'utiliser grandement pour le commerce du vin et d'autres types de commerce. Mais cette importance de Narbonne dans le commerce pourrait être mise en doute par le document présentant les pièces de monnaie trouvées, puisqu'on remarque que ces pièces de monnaie à la croix, gauloises à la croix, sont peu présentes à Narbonne, alors que c'est pourtant une ville commerciale importante. Mais cela s'explique par le fait que ces monnaies sont gauloises. Or, Narbonne étant une colonie romaine, ils utilisaient là d'autres pièces, des pièces romaines. Et donc les pièces gauloises, on en trouve du coup quand même, mais en une quantité beaucoup plus petite qu'ailleurs, puisque ce n'était pas la principale monnaie utilisée dans cette ville. Donc cette source, ce document, ne contredit pas l'importance de Narbonne dans le commerce. Importance qui se retrouve également confirmée par des sources littéraires. Donc Narbonne était un des principaux carrefours commerciaux de la Gaule, et elle était reliée à un autre carrefour commercial de grande importance, Toulouse. Donc nous allons nous intéresser là à l'importance de Toulouse, parce que nous avons un document, le document du coup des amphores, le document 4, qui montre en quoi l'archéologie permet de repérer que Toulouse était importante sur le plan du commerce du vin. Puisqu'en effet de nombreuses amphores ont été retrouvées lors de fouilles à Toulouse, comme on peut le voir du coup sur l'image, où c'est des amphores qui ont été trouvées sur le site de la caserne Niel. C'est une caserne qui a été construite dans les années 1870 dans une région autour de Toulouse, qui est une région qui est également peuplée depuis longtemps, au moins depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ, et donc sur laquelle on peut trouver de nombreux vestiges de ces peuplements, dont du coup ces amphores. On peut donc voir du coup sur l'image que de nombreux amphores ont été trouvés ici. Elles sont pour la plupart brisées en différents morceaux, donc on peut déjà faire la supposition que les amphores après usage étaient stockées ici. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse à ce que deviennent les amphores après utilisation, on comprend un peu mieux du coup ce qu'elles font là. Puisqu'on sait que les amphores du coup peuvent soit être réutilisées, soit servir pour combler des puits ou pour stabiliser des sols trop humides, ce qui semble être le cas ici, puisqu'on voit plein de fragments d'amphores dans le sol, donc on peut supposer qu'elles ont été brisées et que ces fragments ont servi à cette stabilisation. Ensuite, il faut savoir que ce site est loin d'être le seul site sur Toulouse dans lequel on a trouvé de nombreux amphores, ce qui montre l'importance du nombre d'amphores qui ont pu passer dans la région. Et comme l'amphore est le principal moyen de contenir du vin et pour le transporter, en tout cas dans le monde romain, cela indique bien la forte présence de vin dans cette ville. Les amphores, quand elles trouvées ici, sont des amphores Dressel 1B, ce qui correspond à un type d'amphore, parce qu'il y a un classement des différents types d'amphores pour l'archéologie. Donc c'est un type qui a été utilisé pour le transport du vin pendant la période de la fin de la République romaine, ce qui correspond bien à la datation marquée sur le document et à la période que nous souhaitons étudier. Il est également indiqué que ce sont des amphores qui viennent d'Italie. Il est en effet possible d'identifier l'origine des amphores, puisqu'on retrouve parfois des marques sur elles qui indiquent l'atelier où elles ont été fabriquées. Donc,
Celle-ci vient d'Italie et ça aussi c'est cohérent puisqu'à cette époque, la très très grande majorité du vin en Gaule vient d'Italie. Puisque la production viticole à Narbonne s'est développée bien plus tard, ainsi que le commerce avec les autres provinces de l'Empire. Il faut cependant nuancer un peu les informations apportées par les amphores pour plusieurs raisons. Déjà, puisque si c'est certes le principal moyen de transport du vin, il en existe d'autres, par exemple les tonneaux que les Gaulois peuvent utiliser, mais également parce que comme les amphores peuvent être réutilisés, une certaine quantité d'amphores ne correspond pas à une certaine quantité donnée de vin transporté, et qu'en plus on ne trouve pas entièrement les trésors archéologiques. Néanmoins, malgré ces nuances, ça reste quand même des indications très importantes. Surtout qu'elles sont confirmées par d'autres éléments, les sources littéraires, mais également du coup le document avec la carte des pièces, que vous voyez, où là aussi vous remarquez, et nous en parlerons de manière plus détaillée plus tard, mais qu'à Toulouse on a trouvé également beaucoup de pièces, qui là aussi est un indicateur d'importance des flux commerciaux. Nous pouvons désormais passer à la partie suivante et nous intéresser au rôle des Romains dans le développement du commerce du vin en Gaule. Les Romains, globalement, tiennent une place très importante dans le commerce en Gaule. C'est évoqué du coup par le second texte de Cicéron que nous étudions, où dans cet extrait de plaidoyer en faveur de Fonteius, Cicéron affirme que nul commerce n'a lieu en Gaule sans que les Romains y participent. Il déclare « Aucun Gaulois ne fait d'affaires autrement que par l'intermédiaire d'un citoyen romain ». S'il est vrai que les Romains, du coup, ont beaucoup contribué au commerce du vin en Gaule narbonnaise et qu'une grande partie des marchandises échangées en Gaule passent par les commerçants romains, grâce à l'importance essentiellement de Rome et de son port dans le commerce méditerranéen, est-ce que nous pouvons cependant aller jusqu'à être aussi catégoriques que Cicéron? Nous allons essayer de voir cela. Globalement, les provinces sous domination romaine voient leur activité économique et commerciale souvent s'accélérer après la conquête. À la fois grâce à une meilleure insertion dans le commerce méditerranéen, dans lequel, du coup, comme on l'a dit, Rome joue un rôle important, donc forcément être plus lié à Rome, ça aide, mais également parce que les Romains vont également investir dans les infrastructures. Il y a un développement des infrastructures, notamment les voies, la voie domitiale, dont nous avons déjà parlé, et qui est citée également dans le premier le premier extrait du plaidoyer de Cicéron, et extrait qui souligne d'ailleurs l'importance de la question de cette voie, et donc de l'importance des infrastructures romaines dans le commerce. Il y a également l'investissement de nombreux notables romains dans le commerce, qui permet à Rome d'être encore plus important dans le commerce méditerranéen, puisque c'est des Romains qui en financent une grande partie. Et donc, si une grande partie du commerce méditerranéen passe par Rome, une grande partie du commerce qui arrive en Gaule passe par Rome. Ainsi, l'archéologie a pu essayer de recenser l'origine des marchandises retrouvées à Narbonne, qui sont passées par Narbonne, et on estime qu'environ 85% des marchandises passant par Narbonne venaient d'Italie. Et la ville servait alors de plaque tournante pour les marchandises italiennes à travers toute la Gaule. Néanmoins, certes 85% c'est une large majorité, mais ce n'est pas 100%. Donc il y a bien des marchandises qui viennent d'ailleurs. On trouve par exemple une faible minorité de marchandises venant du reste de la Gaule, qui met à peu près à 3%. Donc ce n'est pas aussi affirmatif que nous le dit Cicéron. On peut également parler de l'investissement des Romains dans les villes directement, où ils prêtent par exemple beaucoup d'argent aux villes romaines, et donc deviennent des acteurs de l'économie de ces cités. C'est là d'ailleurs aussi évoqué par Cicéron, qui évoque le fait que les Gaulois de la province de Narbonne sont alors grandement endettés, et il affirme également qu'ils sont endettés auprès de citoyens romains. Donc là, il évoque clairement ces prêteurs romains. Ainsi, de manière générale, les territoires sous domination directe ou sous influence romaine voient une grande présence de Rome dans leur commerce. Cependant, la région de Narbonne était déjà un axe commercial avant l'arrivée des Romains. On l'a vu, l'Étain passait par la voie d'Aquitaine entre Narbonne et Bordeaux avant l'arrivée des Romains. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Romains se sont installés là, c'est que la région était propice au commerce et qu'il y en avait déjà une activité commerciale. Et du coup, si les Romains ont certes développé le commerce, c'est en s'appuyant sur un commerce déjà existant. Et donc l'affirmation de Cicéron est grandement exagérée, même si elle souligne bien quand même l'ampleur de l'influence romaine sur le commerce et l'économie de la région. Et en plus, Cicéron peut avoir également un intérêt à faire cette affirmation, c'est de rabaisser les Gaulois qui sont les plaignants, qui ont porté du coup cette plainte à Rome contre son client. Donc en les rabaissant, il favorise son client. Ensuite, nous pouvons passer aux enjeux financiers autour du commerce du vin et souligner que c'est une importante source de richesse. En effet, le commerce du vin étant important, il peut également être source de profit. Et cela peut être montré par la présence de pièces importante là où le commerce du vin était important. Ainsi, on peut étudier cette carte qui étudie la présence de pièces gauloises à la croix du groupe cubiste, qui est un style de pièce qui était celui que l'on retrouvait le plus dans la Gaule méridionale durant cette période, du coup entre la fin du IIe siècle et le début du 1er siècle avant notre ère. C'est loin d'être en effet le seul type de pièce, mais c'est le principal. Donc c'est celui qui est le plus démonstratif de l'utilisation de monnaie dans la région. On peut également voir du coup un exemple de ce type de pièce à droite du document, mais nous allons donc nous intéresser surtout à la carte. Donc cette carte montre une forte présence sur l'axe Narbonne-Bordeaux,
qui, comme on l'a vu, était du coup l'axe commercial de vin principal. Ainsi, Toulouse, c'est vraiment un endroit où on trouve énormément, puisqu'on y trouve plus de 150 pièces hors trésor. Les trésors sont écartés parce qu'ils ne sont pas bien représentatifs de l'utilisation des pièces dans les échanges, et comme en plus on y trouve à chaque fois de très grandes quantités de pièces, ils auraient complètement faussé les statistiques de l'étude. Donc, hors trésor, Toulouse, plus de 150 pièces trouvées. On sait également que Toulouse avait son propre atelier monétaire, donc le fait qu'un atelier monétaire soit développé dans l'un des principaux centres commerciaux pour le vin de la région n'est sûrement pas anodin. Il montre bien que le commerce du vin s'accompagnait de beaucoup d'utilisation de monnaie et donc de flux financiers. Et globalement, si on étudie même au-delà de Toulouse, sur cet axe, il y a vraiment une concentration de communes où on a trouvé des pièces en nombre non négligeable, souvent plus de 10, alors que dans le reste de la région où ces pièces étaient pourtant également utilisées, en dehors de l'axe, on en trouve vachement moins d'endroits où il y a des pièces et en nombre bien plus réduit. Là, c'est pas marqué sur la carte, mais j'ai également comparé avec une carte qui est montrée pour l'ensemble des pièces du type à la croix. Et on voit également que l'axe Narbonne-Bordeaux domine également, mais de manière moins nette. Qui là peut s'expliquer par le fait qu'on recouvre une période plus large et donc essentiellement une période également antérieure, puisque ce type de pièce a été utilisé dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, donc avant que les Romains n'arrive à Narbonne et ne développe le commerce. Donc, à cette époque, une partie de l'époque concernée par ces pièces, voyait un commerce bien moins important dans la région, ce qui également pourrait être un indicateur pour lier forte présence de pièces à fort commerce du vin. Et il y a aussi différentes sources confirment que pour les marchands romains, le vin en Gaule c'était très rentable, puisque comme on l'a dit, les Gaulois avaient un très fort goût pour le vin. Cela était réputé chez les marchands romains qui du coup leur vendaient à prix fort. Et vu qu'à l'époque, les Gaulois n'en produisaient pas, ça viendra bien plus tard, ils consommaient essentiellement du vin venant d'Italie, donc venant de commerçants romains, qui du coup ont profité pour dégager d'importantes sources de revenus. Et de leur côté, les Gaulois avaient également intérêt à essayer de le payer le moins cher possible, parce que, comme ils aimaient en consommer beaucoup, si ça coûtait cher, ça faisait quand même un coût important pour eux. Et en plus, cette domination du vin romain était également aidée par des lois votées par le Sénat romain qui favorisaient le monopole romain sur les provinces romaines. Mais du coup, puisqu'il y a autant d'enjeux financiers, autant de profits à faire, souvent ça entraîne également des conflits. Des convoitises en tout cas sur ces profits, certains cherchant à en tirer également des profits qu'ils n'avaient pas encore, certains cherchant à accroître les profits qu'ils avaient déjà, et donc parfois ces intérêts rentrent en contradiction. Et c'est une situation de ce type qui est évoquée dans le plaidoyer de Cicéron pour Fonteius, puisqu'il y défend du coup ce gouverneur de la province narbonnaise qui est accusé de malversation autour de la question du vin et également de l'entretien du système de voies romaines qui du coup sont très utilisés pour les commerçants. Fonteius était gouverneur, les gouverneurs sont des magistrats qui sont chargés d'administrer une province. Il y a des statuts un peu différents selon le type de province et selon les périodes, ils ont donc des pouvoirs qui peuvent varier légèrement, mais globalement ils sont dotés de l'imperium sur la province qu'ils dirigent, et cela pendant au moins 1 an, et ce mandat peut être prolongé, et cela va arriver de plus en plus souvent au cours de l'histoire romaine. Leur charge, globalement, est de gérer la province, d'y lever les impôts, d'y superviser les travaux, de rendre la justice, donc ils ont quand même pas mal de fonctions importantes, et en plus, ils disposent d'une immunité durant la période où ils exercent leur mandat. Cependant, cette immunité ne les protège pas de rendre des comptes après leur mandat sur ce qu'ils ont fait pendant celui-ci. Donc c'est ce qui arrive ici à Fonteius, puisque ses administrés sont venus se plaindre à Rome de ce qu'il avait fait. En effet, celui-ci avait instauré une taxe sur le commerce du vin dans la province de Narbonne, et avec donc plusieurs péages qu'il avait installés à plusieurs endroits, et qui du coup, les commerçants devaient payer une taxe en passant à ces endroits. Taxe qui s'élevait entre 2 et 6 deniers l'amphore. On peut remarquer que donc il y a un écart un peu important entre les différents péages, du simple au triple, et l'endroit où la somme est la plus élevée, c'est le poste de douane d'Elesio-du-Nourne, dont le but était de taxer le commerce avec un pays ennemi, puisqu'il permettait de commercer avec le pays de Rutène, qui était alors en révolte contre Rome. Donc on peut voir l'intérêt de taxer plus fortement ce vin-là. Et normalement, l'argent ainsi récolté devait servir à financer l'entretien des voies romaines. C'était la justification, donc du coup c'était utile pour les commerçants de vin. Mais Fonteius est accusé de ne soit pas avoir réalisé ses travaux, soit de les avoir faits au rabais. Et donc ainsi d'avoir tiré des bénéfices du financement de cette voie et du coup de s'être mis de l'argent dans sa poche. Cette taxe en effet rapportait des sommes considérables. Et Cicéron le reconnaît lui-même puisqu'il déclare « Et on a pu, je l'avoue, recueillir par ce moyen des sommes considérables ». Fonteius est de plus accusé d'avoir vendu des exemptions d'impôts et d'avoir touché des pots de vin. Cicéron, lui, de son côté, affirme que c'est faux,
que personne n'a été exempté des taxes et des impôts, ce qui invaliderait les accusations de vente d'exemption, et il affirme également que Fonteius ne gérait pas directement lui-même les travaux des voies, qu'il avait confiés à d'autres personnes, ces personnes, Cicéron affirme qu'elles seraient complètement dignes de confiance, et donc il n'y a pas pu avoir de malversation, et que du coup, dans tous les cas, Fonteius, c'est pas lui qui aurait organisé et profité d'éventuelles malversations. Donc il serait innocent de ces accusations. De plus, dans le second extrait que nous avons étudié, donc le document 2, Cicéron affirme qu'il n'y a pas de témoignage de personnes ayant effectivement versé des pots de vin à Fonteius. Il fait preuve d'ailleurs d'une grande conviction en affirmant cela, puisqu'il déclare que si une personne, quelle qu'elle soit, venait en témoigner, il reconnaîtrait son erreur. Et il va ensuite citer une liste de métiers qui auraient pu verser des pots de vin à Fonteius, donc on peut supposer que ces différents types de métiers qui peuvent avoir intérêt à corrompre un gouverneur. Cependant, les taxations ont bel et bien existé. Et qu'un procès soit intenté envers le gouverneur à cause de celle-ci montre bien qu'elles ne sont pas bien acceptées par les commerçants de vin, mais également par les Gaulois qui du coup doivent payer plus cher le vin, puisque le prix des différents péages s'ajoute au prix qu'ils payent. Et si à cela on ajoute le prix du transport du vin depuis l'Italie, au final ça leur revient bien plus cher que le vin n'est vendu en Italie. Et ce qui montre bien, du coup, que si les Gaulois sont allés jusqu'à porter la sphère devant la justice romaine, c'est que la question du prix du vin, c'est important pour eux. De plus, un gouverneur soit corrompu et se fasse de l'argent sur le dos de ses administrés, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, c'est déjà arrivé. On peut par exemple citer l'exemple de Verrès, qui fut propriétaire de Sicile, donc un type de gouverneur, en moins 73, et qui va être condamné après que des accusations vont être portées contre lui. Et d'ailleurs, le procès en question, les personnes accusées seront défendues par Cicéron, qui du coup dans cette fois-là était du côté de l'accusation. De plus, les gouverneurs pouvaient être liés aux différents commerçants et investisseurs, prêteurs d'argent romains, et ainsi un peu les favoriser, mettre leurs moyens politiques au service de leurs intérêts financiers, faire passer des lois en leur faveur, parfois leur mettre un peu des moyens humains et militaires du gouverneur pour les aider à obtenir l'argent qu'ils souhaitaient. Donc il pouvait y avoir des collusions qui existaient. La situation dépeinte par Cicéron ici, dans ce plaidoyer, est une illustration des conflits qui pouvaient avoir lieu entre les gouverneurs et leurs administrés sur les questions du vin et de la fiscalité et plus globalement sur des questions financières. Ainsi, pour conclure, nous pouvons donc voir que la Gaule méridionale fut donc une région importante sur le plan commercial, surtout essentiellement et principalement sur le commerce du vin, qu'il y avait un axe majeur entre Narbonne et Bordeaux où énormément de flux commerciaux financiers avaient lieu, que les Romains y jouaient un rôle important même s'ils avaient tendance à exagérer leur rôle, et que du fait de l'importance des flux commerciaux, il y avait des profits et des conflits qui se concentraient dans la région, des conflits du coup entre les acteurs de ce commerce, que ce soit les vendeurs et les acheteurs, et l'État, les pouvoirs publics, qui pouvaient avoir des intérêts différents et qui pouvaient chacun chercher d'influencer l'autre dans un intérêt, et du coup que l'exemple de Narbonne illustre bien l'implication des citoyens et de l'État romain dans l'activité commerciale et économique de sa sphère d'influence, et que les Romains, l'élite romaine, en tirent des richesses. Et cela est aussi vrai dans les provinces directement administrées par Rome que sur les territoires sous son influence. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, même si elle est sous un format un peu plus différent que d'habitude. On est purement sur une analyse de document, là où d'habitude, lorsque je vous fais un exposé après une étude de document, et je vous parle du sujet du document et pas directement l'analyse de document. Donc là, j'ai essayé de plus le faire, puisque c'est ce que je dois faire pour l'exposer. Donc j'espère que ça vous a quand même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. À vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.